Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie du désormais célèbre rédacteur en chef d'Endurance Mag, mais également Groupe C.fr, Classicoto.fr, bref, vous le connaissez, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'aime bien te présenter comme ça, comme un rédacteur multicarte finalement, qui est également là chaque semaine, évidemment, dans l'Endurance Club pour pouvoir bien parler de sujets divers et variés. Dans ce 42e numéro de ce podcast, on va tout simplement présenter la saison 2024-2025 d'Asian Le Mans Series. Et c'est déjà la 13e saison de l'histoire. Alors oui, dans l'Endurance Club, vous le savez, on va vous donner des chiffres, des petites infos, des statistiques pour pouvoir connaître encore un petit peu mieux le monde de l'endurance et notamment le monde de l'Asian Le Mans Series, parce que c'est vrai que c'est un championnat qui existe depuis quand même assez longtemps et qui passait un petit peu sous les radars il y a encore quelques années. Là, dans cette édition 2024-2025, on peut parler quand même de 44 voitures engagées. C'est une de plus qu'en ELMS et on a aussi pas mal de présence français, à la fois des pilotes mais également des équipes. Qu'est-ce que t'en penses de ce plateau déjà en ouverture? 44 voitures, 10 LMP2, 7 LMP3, 27 LMGT3. Ça monte en puissance quand même, l'Asian Le Mans Series. Ça monte en puissance carrément. En fait, c'est un championnat qui a mis du temps à éclore faire de la course sport prototype et du multicatégorie en Asie, donc que ce soit Japon majoritairement, mais puis un peu autour aussi, Japon, Chine et maintenant d'autres pays avec les Émirats arabes. Ça a toujours été une volonté, enfin je pense en tout cas qu'il y a toujours eu cette volonté, ce regard de la part de l'Automobile Club de l'Ouest, mais ça a mis du temps à prendre. Il y a eu pas mal de tentatives infructueuses, et puis là ça fait 10 ans où, comme tu dis, ça prend, et ça prend vraiment. Maintenant on peut dire que le championnat est structuré avec des équipes, des participants récurrents, avec des circuits aussi qui deviennent récurrents. Enfin il y a une vraie stabilité, et c'est vrai que ça a manqué. Donc ouais, voilà, là c'est stable, c'est durable, et on a un plateau, on va avoir le temps de le passer en revue pendant 1 heure, mais on a un plateau qui mixe à la fois, je sais pas ce que t'en penses, mais à la fois beaucoup d'intérêts et d'équipes qui viennent d'Europe, qui vont là-bas chercher une invitation pour les 24 heures du Mans, on va pas se mentir, Ouais. et puis aussi beaucoup d'intérêts asiatiques pour le coup. On peut avoir des équipes qu'on n'est pas habitué, qu'on ne connaît pas ici, qui font des partenariats avec des équipes européennes pour l'exploitation, ou des équipes qui purement sont basées en Asie et qui évoluent dans ce championnat. Et puis on a voilà, des pilotes, on a un mix entre, pareil, pilotes très connus, pilotes qui ont terminé leur saison de GT World Challenge, ou de LMS, ou de WEC, et qui roulent là, et puis d'autres pilotes qui sont plus ou moins inconnus pour moi. Alors peut-être que toi tu les connais, mais il y a pas mal quand même de Chinois, de Hongkongais, je t'avoue, je connais pas leur pédigré. Et donc c'est bien, je trouve que ça marche bien, parce que ça apporte c'est un vrai championnat asiatique, géré par des gens basés au Mans, avec une vision assez haut, avec cette logique de pyramide de l'endurance, mais quand même, j'ai l'impression qu'il y a une touche asiatique, quoi. Ouais, mais complètement. Et puis il y a un format assez intéressant, j'allais dire aussi, et intelligent, parce que on a 3 circuits qui sont visités cette année, et à chaque fois, on a 2 courses de 4 heures. Donc en fait, c'est un format qui est assez spécifique. C'est vrai que ça peut être un peu perturbant au début, j'allais dire. Ça change des premières années de l'Asian Le Mans Series, on y reviendra. Mais là, on a donc Sepang, le Mhm. premier week-end qui va arriver, donc 7-8 décembre. Ensuite, on a les 4 heures de Dubaï à 2 reprises sur l'autodrome de Dubaï, qui n'est pas forcément beaucoup utilisé, hormis pour les 24 heures en janvier. Ben là, ça sera les 8 et 9 février 2025. Et puis, on a le circuit de Yas Marina pour clôturer la saison, une semaine après Dubaï, 15 et 16 février 2025. Euh, une saison avec quand même 6 courses, donc c'est comme le LMS. C'est un format un petit peu identique, j'allais dire, avec des LMP2, des LMP3, des LMGT3, mais avec seulement 3 week-ends de compétition. Donc pour les Ouais. équipes, c'est peut-être un petit peu mieux aussi, rentabilisé, j'allais dire, avec ces déplacements lointains, les voitures qui partent en container et qui ne sont récupérées que pour le début de la saison européenne en ELMS. Donc vraiment, on a ce championnat-là hivernal qui vient bien s'inscrire dans la parfaite cohésion, j'allais dire, avec le WEC, avec le LMS. Donc c'est intelligemment fait. On a un format donc identique à ce qu'on connaît en ELMS, et on a des pneus Michelin pour tous les concurrents. Ça change, des LMP2 avec des pneus Michelin. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner aussi. Ça doit changer quand même le comportement aussi des voitures, et c'est peut-être pour ça que certaines années, on a des hiérarchies un peu différentes de ce qu'on voit en Europe. Pourquoi pas? Je sais pas ce que tu en penses de ce partenariat avec Michelin Motorsport.
Ouais, je t'avoue que c'est pas, oui, j'avais pas forcément identifié ça comme un truc différenciant, mais oui, c'est marrant, ça fait autre chose et de toute façon, les équipes n'ont pas le choix que Bien de sûr. travailler avec ça puisque c'est un manufacturier unique, donc ouais, effectivement, ça doit changer un peu la préparation, la recherche de perfos, la compréhension de la voiture. Après, juste pour revenir sur le calendrier, pour décrypter un peu pour celles et ceux qui nous écoutent et qui connaîtraient peu ou mal ou pas encore vraiment ce championnat asiatique. En fait, comme tu l'as dit, tu l'as très bien décrit, il y a une logique de s'intercaler entre guillemets avec les autres championnats, en l'occurrence le LMS et puis le WEC. C'est-à-dire que tu peux pas faire un championnat asiatique avec une manche en avril, une autre en juin. Enfin voilà, ça peut pas prendre. Si tu veux, enfin ça peut. Par exemple, le Super GT est largement autonome et il fonctionne. La semaine dernière, on parlait du GT World Asia Pacifique, je sais pas comment il s'appelle, mais c'est pareil, c'est un championnat qui est autonome et qui est focus sur cette zone et qui fonctionne très bien. Là, comme vous l'avez compris, il y a quand même cette logique pour la plupart des concurrents d'aller chercher une invitation pour les 24 heures du Mans. Il y a beaucoup d'équipes américaines, européennes, qui gravitent déjà dans les championnats assez hauts. Donc, pour que cette formule, pour que cette série prenne, ils n'avaient pas trop le choix que de le caler là, sur cette période qui pour nous est la période hivernale. Oui. Et en plus, parce qu'il y a cette contrainte de logistique, entre les pays asiatiques notamment, les distances le voyage pour les voitures, c'est souvent des grandes distances. Et puis voilà, les équipes n'ont pas 50 000 voitures. Alors il y en a qui ont 2, 3, 4 châssis. Mais il y en a aussi où ils envoient le châssis avec lequel ils ont fait les saisons en Europe, par exemple, qui va faire la saison asiatique là-bas, et qui va ensuite revenir en Europe. Donc on peut pas avoir un championnat qui soit sur une durée plus longue. On peut leur reprocher un peu ce format Asian Le Mans que 3 courses, et puis que sur cette période décembre-février. N'empêche que moi j'y trouve un intérêt, c'est-à-dire qu'on a moins de choses à se mettre sous la dent au mois de décembre. Il doit y avoir les 12 heures du Golfe, un truc comme ça. En janvier, on va avoir la reprise avec Dubaï. Après, il y a Daytona. Et tac, on remet directement une pièce. On a un peu d'Asian Le Mans derrière. C'est vrai. Moi, je trouve ça cool, quoi. Je trouve ça pas mal, ce format. D'autant plus que ça a quand même bien évolué parce qu'on se souvient de la première saison, on va faire un petit historique de l'Asian Le Mans Series rapide, mais c'était en 2009 et on avait seulement 2 courses en fait disputées à Okayama sur un ancien circuit visité par la Formule 1, un circuit que connaissent bien les pilotes de Super GT, de Formula Nippon ou de Super Formula, mais c'est vrai que quand on se replonge, on se dit quand même, c'était fou de faire rouler même des LMP1. C'est vrai qu'on a redécouvert ça. C'est Pescarolo Sport qui avait gagné la première course qui avait eu lieu donc en 2009 avec Christophe Ouais. Tinso et Shinji Nakano, qui avaient d'ailleurs été les champions puisqu'ils ont terminé premier de la première course et deuxième de la seconde. Mais c'est vrai que ce championnat, ça se tenait pas beaucoup au début. 2009, 2 courses sur le même circuit, pas facile. Et puis ensuite en 2012, il y a vraiment eu, avec l'arrivée aussi du WEC, finalement ça correspond, l'ACO qui s'est dit, bah voilà, on va quand même promouvoir cette série. Et donc, bah, c'était la quatrième finalement, basée avec le nom Le Mans. Il y avait l'American Le Mans Series, l'European Le Mans Series, et donc le championnat du monde d'endurance de la FIA. Donc, cette Asian Le Mans Series, je trouve que dès 2013, en fait, a bien trouvé sa place. Alors, ça a dû aussi vivre une période de progression. Au début, on avait 4 courses, mais sur des circuits différents. Et bah, finalement, ensuite, on s'est dit, voilà, ce phénomène de regroupement et de logistique a été privilégié et c'est pas si mal. Mais voilà, qu'est-ce que t'en dis de cette historique, j'allais dire, et de cette évolution de l'Asian Le Mans Series? On partait de loin et maintenant, franchement, on est arrivé à un championnat qui se tient, quoi. Bah, je connais plutôt bien le sujet pour avoir été un peu dans ces débuts de l'Asian Le Mans Series. En fait, en 2009, il y avait une vraie volonté de la CO de lancer cette série là-bas. Et ils ont fait vraiment les choses bien. Enfin, moi, je me souviens de Okayama, comme tu dis, un peu improbable avec des LMP1 sur ce circuit, mais ils voulaient vraiment faire un festival et un esprit Le Mans en Asie. Donc, il y avait déjà tous les codes avec des affiches, je me souviens, essayer de jouer sur cette ambiance un peu japonaise, sur, tu vois, voilà, proposer un spectacle vraiment un peu comme les Américains l'ont fait avec Don Panos avec l'American Le Mans Series. C'était, je crois que leur slogan là-bas, c'était European Style, American Attitude. Genre, Pas mal. on le fait avec les codes européens, mais on apporte notre touche, la sauce ricaine. Et bah, il y avait ça aussi avec l'Asian Le Mans Series. Ils ont fait ça en 2009. Donc là, je fais ma petite digression habituelle. Mais c'est parce que vous êtes sur le bon interlocuteur, je connais plutôt bien le sujet. En fait, en 2009, il faut savoir que Porsche poussait pas mal. Enfin, ouais, en coulisses, ils étaient quand même assez actifs pour essayer peut-être d'avoir un pilote officiel chinois. Ils avaient envie, en tout cas, d'avoir dans leur line-up
un pilote qui soit d'origine asiatique. Audi aussi avait pas mal de ronds et d'intérêts qui commençaient à croître au niveau de l'Asie, avec une cup pour l'Audi R8 qui était dédiée vraiment à la Chine et au Japon. Enfin, tous les constructeurs avaient cette vision que c'est quand même le nouveau territoire du sport automobile, et notamment du sport automobile multicatégorie, parce qu'à chaque fois on en revient à ça, mais les Japonais n'ont rien à nous envier avec leur Super GT, avec la Formula Nippon, avec enfin, toutes les séries de courses qu'on connaît, la monoplace, voilà, ils sont très très bien équipés, et c'est magnifique tout ce qu'il y a. Mais par contre, le multicatégorie, je parle pas de GT500, GT300, hein, je parle de Proto et GT, faut avouer qu'il y a toujours eu quand même un petit train de retard là-bas, et là, voilà, ils avaient envie de faire ça, mais c'était un peu trop tôt. Finalement, 2009, c'est resté comme un one-off, un peu comme les 1000 km de Fuji en 99, où il y a eu une volonté de faire quelque chose, mais derrière, quand il faut aligner les ronds, quand il faut prendre des engagements pour emmener des voitures, pour réserver des circuits, ça a été plus fragile. Et c'est vraiment, ouais, comme tu dis, 2012, arrivée du WEC, et ensuite 2013-14, ça s'est structuré. Ça a aussi changé un petit peu, parce qu'au niveau management, avant c'était S2M, c'était une boîte qui était gérée par Marc Thomas, que j'ai bien connu. Ouais. Et ça a été repris directement par la CO, et c'était pas plus mal, parce que Marc Thomas faisait très bien son boulot, mais c'était quelqu'un qui était plus issu du management, du marketing et de l'organisation, un peu moins, on va dire, du sport auto. Enfin, en tout cas, pour moi, ce que j'en ai connu et de ce que j'ai pu échanger avec lui. Et je pense que c'était bien que ce soit des gens dont c'est le métier vraiment et la passion aussi, qui reprennent la main. Et donc, voilà, ça s'est structuré là, et maintenant, ça fait 10 ans. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une évolution un peu étonnante, mais j'aime bien, moi, revoir des images de Okayama. Et c'était même pas Pescarolo qui a gagné, c'est Sora Racing. Oui, Parce que, c'est vrai que ça ouais. avait été renommé. Eh Tout oui, à non, fait. mais c'est vraiment, ça fait partie des courses un peu. Là, on est sur du truc de spécialiste, hein. Là, on est dans le cœur de l'Endurance Club, parce que pouvoir citer comme ça dans un podcast, revenir sur les 1000 km de Okayama 2009 avec Sora Racing, là, c'est pointard quand même. Ah bah on est entre passionnés, donc c'est l'objectif, hein. D'ailleurs, si des passionnés ne connaîtraient pas l'Endurance Club, n'hésitez pas à leur passer le mot, parce que voilà, on y est bien dans ce club, cet Endurance Club justement. On va revenir aussi sur les engagés, parce que au début, je parle pas de cette année, hein, je parle des débuts finalement et puis de Ouais. l'évolution, mais on avait bien des LMP2 assez rapidement en fait, hein. C'est vrai que ça j'avais oublié, parce qu'on en avait très très peu, on en avait 3, 4, c'était pas énorme. On a même vu des CN engagés. Mathias Bech a roulé en Asian Le Mans Series sur une CN. Il a roulé partout, Mathias Bech, et toujours avec succès. Et puis, on avait beaucoup plus de GT en fait. Donc, en Asie, c'est souvent le cas. Je sais pas qu'est-ce qui explique ça, j'allais dire, mais il y a une vraie volonté de la part des pilotes japonais, de la part de certains pilotes hongkongais, de pilotes chinois aussi, qui sont plutôt à l'aise avec des GT. Et on va le voir d'ailleurs cette année avec la liste des engagés, c'est pareil, hein, il y a beaucoup de GT. C'est quelque chose qui est une tradition là-bas, toi, tu penses, Geoffroy? Ouais, c'est ça, c'est que les marques. Enfin, moi, je vois ça parce qu'il y a cette attirance pour les GT qui sont des voitures quand même plus polyvalentes et plus facilement exploitables que des prototypes. Et puis, il y a aussi ce lien naturel qui se fait avec les voitures les voitures de série, les voitures de tous les jours. Avoir roulé en Porsche, roulé en Ferrari, en Lamborghini, il y a quand même ce vrai lien avec la voiture de tous les jours, parce que faut pas oublier que en Asie comme ici, la plupart des équipes qui roulent ont forcément des intérêts dans le sport auto. Il va y avoir beaucoup de concessionnaires, beaucoup de distributeurs. Dans les équipes qui sont engagées, ouais, vous retrouvez le patron de, je sais pas moi, de Ferrari, Shanghai, enfin je dis n'importe quoi, mais il y a quand même ça, hein. Il y a cette vraie logique, quoi. Donc je pense que le lien avec le GT est plus simple. Et puis les prototypes, bah, c'est pareil, les constructeurs qui proposent des prototypes sont souvent en Europe. Alors les constructeurs les plus prestigieux de GT aussi, mais il y a cette histoire un peu plus liée au GT, quoi. C'est vrai que c'est peut-être pour ça, mais c'est vrai que ça a longtemps été la catégorie avec des GT à main. Enfin, en fait, je dis pas de bêtises, mais ouais, ça a été un des premiers championnats à autoriser les GT3. Parce que Ouais, tu c'est parlais vrai. des CN, mais il y a aussi les GT3. En fait, souvent, mais je le dis dans chaque épisode, hein, les championnats, quand ils sont un petit peu en galère comme ça d'engager, ou quand il faut avoir des grilles plus fournies, en général, on ouvre par le bas. Donc en prototype, bah, une tentative avec le LMP1, mais après, on se rend compte que c'est quand même plus un championnat qui va pas viser les constructeurs, donc on va passer sur du P2 et du P3, et éventuellement du CN. Et puis GT, bon, un GT3, je sais pas si on a été jusqu'à GT4 ou machin, mais je pense qu'il y avait des GT Cup, donc ça, on devait autoriser des Porsche Cup, par exemple. Voilà, il y a dû y avoir des saisons avec des Porsche Cup autorisées. Ouais, c'est vrai que c'est plus facile évidemment de faire venir plus de monde si on a des voitures qui sont plus faciles à exploiter. Ça, c'est une certitude. Mais c'est vrai que Exactement.
Mais il y a des années en fait où la place aux 24 heures du Mans se gagnait en Asian Le Mans Series, mais pas avec une LMP2, mais avec l'engagement LMP3. Donc c'est vrai que ça changeait aussi les choses. Je pense même que d'ailleurs c'est des sports, hein, à gagner son engagement aux 24 heures du Mans avec la Oui. Ligier, avec son titre en LMP3. Donc voilà, c'est vrai que ça a eu plusieurs phases, hein, cette Asian Le Mans Series, avec un petit peu de LMP2, puis moins, puis un petit peu plus. Et là vraiment, on arrive à un beau plateau, vraiment, on l'a dit, hein, 10 voitures LMP2. En LMP2 l'année dernière, c'est Algarve Pro Racing, hein, qui a quand même réussi à s'illustrer. C'était avec la voiture numéro 4 de Colin Brown, Malte Jacobsen, oui, qui a roulé avec Algarve Pro Mhm. Racing, et George Kurtz. Donc c'est vrai qu'on voit quand même à la fois des engagements d'équipes qui sont pour certaines lancées grâce à l'Asian Le Mans Series et qui soit étaient à la recherche d'une place aux 24 heures, peut-être à la recherche d'une place en ELMS aussi, et pourquoi pas en WEC. Mais là, on se rend compte aussi qu'au niveau des pilotes, finalement, hein, on a vraiment de très très bons calibres. Et c'est l'occasion d'y revenir, justement, parce que dans cette catégorie LMP2, quand je vais te dire la liste des équipes, c'est vrai qu'on les connaît toutes, hein, en fait. On a DKR Engineering, on a Proton Competition, Algarve Pro Racing qui est avec 2 voitures comme Proton Competition, on a Nielsen Racing, on a AF Corse avec 2 voitures, on a Pure Racing. Alors ça, c'est une petite nouveauté, puisque c'est Alex Malikin, hein, qui a gagné le titre en WEC avec Porsche cette année et qui maintenant se dirige vers le LMP2. Donc c'est on va dire un pilote plutôt typé gentleman Mhm. qui veut franchir le pas. Et puis on a l'équipe de Romain Dumas. Tiens, Romain Dumas, RD Limited, qui fait son entrée en endurance en tant que propriétaire, en tant que patron. Ça, c'est quelque chose aussi d'assez intéressant, non? Ouais. Ça, moi, je sais que je vais regarder ça avec intérêt parce que faudra s'en souvenir dans quelques années quand la structure aura évolué et sera un acteur, à mon avis, fort de l'endurance. Il se murmure que c'est peut-être pour préparer déjà le terrain pour une collaboration avec Genesis, donc avec Hyundai. Ah Je sais oui. pas si c'est le cas. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que Ah, je ça sera... voyais Ouais. IDEC, moi. Ah, tu vois, d'accord. En fait, il y a que des intérêts français autour de cette arrivée de Hyundai. Donc effectivement, il y a IDEC qui est cité, mais il y a aussi RD Limited. Et j'avoue que le lancement de son équipe... Alors, Romain Dumas, il a déjà une équipe. Hein, ce sigle-là, RD, on le connaît bien, mais dans d'autres domaines. Plutôt un peu plus crado, un peu moins circuit, on va dire. Hein, mais non, mais voilà, avec Pikes Peak, avec beaucoup de off-road, etc. Du rallye aussi, évidemment. Mais là, il se lance sur le circuit. Moi, ça me fait penser un peu à l'épopée, à l'époque de Sébastien Loeb Racing. C'est vrai. Et, et Romain Dumas, il a été assez clair en disant, alors peut-être qu'il fera une entorse à son propre règlement, mais je crois qu'il a expliqué que c'était pas, il n'est pas en train de se créer une équipe pour lui et pour pouvoir rouler et pour se faire plaisir. Je pense qu'en sport prototype, Romain Dumas, ça va, il a quand même prouvé quelques trucs. Et là, il est vraiment dans cette logique de créer une équipe pour accompagner des jeunes, sans doute aussi peut-être une logique avec des gentlemen, je sais pas comment ça va se structurer, mais en tout cas, voilà, créer cette équipe, être investi dans ce championnat Asian. Bon, là, c'est l'occasion qui fait le larron, quoi. C'est en fin de saison, enfin dans l'intersaison, se lancer là-bas, il faut bien débuter quelque part. Bien Et je sûr. pense qu'à terme, le projet, c'est plutôt de faire le LMS et puis de monter, pourquoi pas, en support d'une équipe d'un constructeur. Ça paraît quand même très ambitieux pour une équipe qui, certes, est connue, enfin, le nom Romain Dumas est connu, mais l'équipe arrive tout juste, donc c'est peut-être un peu prétentieux de dire qu'il va rapidement devenir l'équipe qui engage un constructeur, mais franchement, Romain Dumas, il est capable de tout. Hein. Je pense que enfin, c'est quand même connu, le sérieux et l'application qu'il met dans les choses, à mon avis, ça va vite être une équipe avec laquelle il va falloir compter. Ouais, c'est clair. Et puis, il a forcément aussi pas mal de connaissances, de contacts. Donc, c'est vrai que pour s'entourer, c'est peut-être un petit peu plus Mm. facile. Là, déjà, pour les pilotes, hein, il a quand même attiré Tristan Vautier avec Fred Pourdat. Donc là, le lien se fait, hein, entre le français et l'américain. C'était déjà le cas chez Algarve Pro Racing. Donc, Tristan s'est bien entendu avec Fred Pourdat, qui a fait une année un petit peu plus calme en 2024, mais pour mieux se relancer, j'imagine. Et puis, James Allen, hein, en troisième pilote. Donc, on a vraiment des clients. Je disais, j'ai parlé des équipes, mais les pilotes, attends, quand tu as du Job van Heutert avec Lorenz Heur chez DKR Engineering, aux côtés de Kolovos, on a Mathias Bech, tiens, tu vois, on en a parlé, avec Paul Lancher et Jonas Reed, ça va être intéressant aussi chez Proton. Puis un Tom Dillman qui sera avec Vlad Lomko comme en ELMS cette année, mais cette fois-ci chez Proton avec Giorgio Roda. Donc tu vois, ça peut faire vraiment de belles choses. On a quand même des équipages pro-am, hein, on le dit. Il n'y a pas d'équipage complètement pro. Il faut bien les engager et payer cet engagement, hein, par les pilotes. Donc tu as un championnat, on va dire, comme en ELMS, mais LMP2 pro-am, et avec donc 10 voitures.
moi ça me paraît vraiment super sympa. Tu as du Malte Jacobsen encore hein, qui continue avec Algarve Pro Racing. Tu as Oli Caldwell qui est là, Nick Katzbur, Olivier Plat qui sera avec F Corset avec deux pilotes gentlemen américains. Et puis François Perraudot qui continue avec Alessio Rovera et Mathieu Vaxivière comme en ELMS, hein, toujours avec le 83, l'équipe AF Corset. Et puis enfin, Louis Delettra avec Harry King, un pilote qu'on connaît plus en Porsche Cup, mais qui viennent accompagner Alex Malikin. Donc moi je trouve ça vraiment super intéressant. En fait j'ai hâte, en voyant cette liste des engagés, déjà en LMP2 je veux dire, j'ai hâte de voir le championnat et puis l'adaptation au pneu Michelin en fait avec ces LMP2. Mais c'est vrai qu'il y a un côté European Le Mans Series version asiatique, il y a quand même, Ouais, enfin, c'est à s'y méprendre quoi. Avec beaucoup d'équipes et de pilotes qu'on connaît déjà dans le championnat européen, donc c'est, enfin voilà, c'est marrant. Les passerelles se font et le LMP3 c'est pareil, il y a quand même aussi, on retrouve en plus, c'est marrant, mais on retrouve cet équilibre qui n'en est pas un, mais châssis Oreca en P2, châssis Ligier en LMP3. ah oui c'est vrai. Ah oui, il n'y a pas de Et Duquesne tiens en LMP3, t'as raison. non, ouais, bon, ça c'est un peu dommage. Mais oui, quand on regarde, je sais que ça, toi t'aimes bien regarder la, la variété des équipes engagées. Quand tu regardes les nationalités, effectivement, on a l'impression d'ouvrir une liste d'European Le Mans Series avec des équipages, bah, vous les identifierez vous-même, mais DKR Engineering par exemple, on sait qu'ils roulent sous pavillon luxembourgeois. Donc Ouais. on a beaucoup d'équipes, voilà, françaises, italiennes, allemandes, portugaises, luxembourgeoises, suisses, danoises, enfin il y a quand même de forts accents européens sur ce haut de plateau P2, P3, mais on va y arriver après, au niveau du GT, c'est quand même, là c'est carrément différent. Ouais, je suis d'accord, mais parce que bah, tu l'as expliqué, hein, les Mhm. équipes qui sont locales, asiatiques, j'allais dire japonaises, chinoises, hongkongaises, bah, c'est vrai que c'est plus facile pour elles peut-être d'exploiter des GT que des LMP3. Mais tu vois, en LMP3, on retrouve le Graph Racing de Pascal Roturier, on retrouve RLRM Sport, donc c'est vraiment aussi cette pyramide de l'endurance qui est voulue par la CO et bah, c'est une prime aussi à la fidélité, et c'est normal. RLRM Sport, ils sont en Ligier European Series, ils sont en Michelin Le Mans Cup, ils sont en ELMS. Bon, bah voilà, ils passent logiquement, puisqu'ils ont une LMP3, en Asian Le Mans Series. Tu as du Breton Racing aussi. Alors eux, ils viennent de loin, j'allais dire, hein. C'est une équipe tchèque qui a été acceptée en Michelin Le Mans Cup. C'était pas facile au début. Il y a une relation de partenariat technique, j'allais dire, avec l'équipe Virage. Donc cette Ligier engagée par le Breton Racing, il faudra quand même la surveiller parce que on a Dan Skodopol, bon, qui est rapide, mais qui a peut-être moins d'expérience. On a surtout un Theodor Jensen Mhm. qui a montré d'excellentes choses hein, en Michelin Le Mans Cup, qui est un pilote danois qui est accompagné par Benjamin Bailly, donc un ancien pilote qui maintenant est coach à la fois sportif, à la fois de pilotage aussi, si on peut dire. Et bah voilà, moi je me repère vraiment à ça aussi. Les équipes qui sont en Asian Le Mans Series peuvent peut-être aussi mettre le doigt sur certains gros talents et les faire progresser et qu'ensuite bah, on les voit éclore en ELMS ou donc en WEC par la suite. Mais c'est vrai que c'est assez sympa. Et puis, il y a quelque chose qui m'a intéressé aussi, c'est qu'Inter Europol bah, devait engager une voiture en LMP2, ça c'est pas fait. Du coup, il y a deux LMP3 qui sont engagés. Et il y a aussi une équipe française qu'on connaît bien, Ultimate, avec la famille Lahaye. Et alors là, surprise du chef, il y a une collaboration avec AF Corset, dis donc. Incroyable, non? Ok, ah ouais, c'est vrai, bah oui, j'avais pas suivi ça. Ah Non bah mais c'est alors ça, marrant, ouais, c'est tu vois, le, pour l'exploitation. c'est un championnat qui permet de voir des choses un peu inédites. Moi, je voulais juste un petit parallèle, mais c'est aussi, on l'a pas dit, mais c'est aussi un championnat qui nous a permis de voir apparaître ensuite, aux 24 heures du Mans notamment, des équipes et des pilotes. Comme tu l'as dit, c'est pas un révélateur de talent, mais un peu, en tout cas, c'est un championnat qui permet de mettre la lumière sur des acteurs du sport auto asiatique et ensuite de les faire venir au Mans. Je dis ça parce que quand on regarde l'historique, on a eu KCMG notamment, qui était une équipe qui roulait beaucoup en Asian Tout à et fait. qui a gagné les 24 heures du Mans en 2015 en LMP2. Je pense aussi à l'équipe DC Racing avec David Cheng, qui a quand même été une animatrice des 24 heures du Mans en Oui, 2017, où on se souvient que ça a quand même failli gagner. c'est Je vrai. pense aussi à des équipes comme, alors là on est un peu plus sous les radars, mais quand même Eurasia Motorsport, ça a Mais quand oui, même, il y a aussi eu des grands moments avec Eurasia. mais tu sais d'ailleurs que Euh, Rosia Motorsport devait revenir en LMP3 après 6 ans d'absence. c'est vrai, Malheureusement, oui, c'est ça s'est vrai. pas fait. Mais il devait revenir hein, cette année. Donc, ouais, ouais, je pensais à Eurasia qui a même fait rouler Tristan Gomandi Tristan d'ailleurs Gomandi, une ouais. année. Mm. Donc, Et, non, c'est des et belles moi équipes.
Moi, j'ai une petite attirance pour les Porsche Team AAI. Je sais pas si tu les vois celles-ci, mais Si. ils avaient 2 Porsche une année. C'est pareil, je crois que je sais pas si non, c'est pas Formula Racing. Il y avait une équipe asiatique avec une Ferrari qui était dorée. Enfin, c'était incroyable. Et voilà, ça, c'est cet esprit aussi justement Asie vers Le Mans, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que bah, c'est quelque chose d'assez intéressant aussi, je trouve, de faire ces passerelles. Et puis, pour les pilotes, mine de rien, bah, c'est aussi le moyen, peut-être, tu vois, je parlais d'Alex Malikin, de découvrir le LMP2. En fait, découvrir des sensations, peut-être des nouveaux championnats pour Mhm. certains, mais avec moins de pression. Parce que bah, c'est vrai qu'il faut bien avouer pour l'instant que l'Asian Le Mans Series est un petit peu Oui. moins suivi que le LMS, que le WEC. Il n'y a pas de couverture française, malheureusement. Alors, je le regrette à titre personnel, mais il y a une couverture quand même sur YouTube en anglais. Mais c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile, a priori, entre guillemets, avec le décalage horaire aussi, hein, de Mhm. suivre ce championnat. Mais donc, moins de pression fait que bah, les pilotes peuvent vraiment apprendre aussi les rouages de l'endurance pour certains et ensuite débarquer en Europe avec un bagage plus solide, quoi. Bon, alors en parlant de pilote, tu te rappelles quand même l'année dernière qui nous avions dans les comment? Ah, on faudrait qu'on crée une catégorie. C'est pas les énergumènes, mais Un certain tu Nikita sais. Mazepin. Ah voilà, je me disais que tu te souvenais quand même de ses exploits en piste, quoi. Très très rugueux le garçon quand même, hein. Ouais, mais il n'a pas été mauvais, hein. Il n'y a pas Non eu non, une victoire d'ailleurs l'année dernière. Bah deux si, deux deux. la première course de l'année a été remportée à Sepang par le trio donc 99 Racing avec Amad Alarty, Louis Delettra, tiens encore, et donc Nikita Mazepin. Ils ont quand même 2 victoires à leur actif hein, l'année dernière et ils Ouais terminent ouais ouais. troisième du championnat. Non non, mais c'est pour ça. Mais je me souviens que ouais, il avait des défenses assez musclées dans la ligne droite du retour, à Oui, se décaler à gauche, encore. Et là, c'est les limites de piste. Ok, il passe aussi les limites de piste. Bon. Je me souviens que ça avait fait pas mal parler sur les réseaux, ça avait pas mal fait commenter sur son talent ou son absence de talent, enfin bref. Ouais. bon, il l'avait déjà fait en Formule 2, hein, ces défenses-là, donc bon, ça me Oui, paraît le que moitié personnage est. surprenant. Ouais, ouais, il est coutumier du fait, mais c'est vrai que déjà l'année dernière, il y avait. Je sais pas, je vous avoue un truc, hein, c'est pas le championnat que j'ai le plus regardé ces dernières années et dont je suis le plus spécialiste, mais j'ai quand même l'impression que l'édition de l'année dernière, et depuis 2 3 ans, c'est vraiment là où il y a eu encore plus ce coup de boost. Oui, Et il y a eu le coup de boost, enfin le coup de boost, le relancement, la renaissance il y a 10 ans, on va dire, avec la reprise en main par les gens de la CO et de la FIA, enfin de la CO en tout cas. Et je pense que c'est aussi depuis 2 3 ans, parce qu'il y a malheureusement eu la période Covid qui a été très compliquée, notamment en Asie. Pour les équipes là-bas, c'était vraiment c'était chaud, hein. Moi, je connais quelques personnes là-bas et quelques équipes avec qui j'avais échangé pendant la période Covid. Je pense à Darilo Young, que je connais bien, et dans son équipe Crafts Bamboo, où eux, ils sont plus sur l'aspect GT World, IGTC, etc. Et où ils me disaient, en fait, pendant la période Covid, bah, de toute façon, tu peux pas sortir de la Chine. Les voitures, physiquement, ne peuvent pas sortir. Et le sport auto était quand même en pause pendant très longtemps chez eux. Ensuite, c'est revenu. Mais ça a mis du temps. Et voilà, là, ça fait plaisir de voir des grilles complètes. Et ouais, je pense que ça fait 2 3 ans, quoi. C'est ça. C'est plutôt fin 2021, début 22, en fait, quand on a eu cette fameuse arrivée et de la vaccination pour le Covid, comme on a commencé à rouvrir un peu, à décloisonner et que c'est reparti. Ça a été salvateur. Je pense que si on était encore sous un dôme comme ça et qu'on n'avait pas trouvé de vaccin, alors là, pardon, hein, je pars sur des trucs, des oula, considérations oui. sanitaires. Oula, attention. Alors les anti-vax dans les commentaires, non. Non, ce que je veux dire, c'est que si on était aujourd'hui encore dans une situation sanitaire type Covid-19 Bien sûr. où on n'aurait pas de vaccin et on serait tous confinés, etc., clairement, les 24 heures du Mans existeraient toujours. Euh, je peux vous le témoigner, hein, j'ai vécu les éditions 2020 et 2021 de l'intérieur, ça tourne toujours, malheureusement, même s'il n'y a pas de spectateurs en 2020. Je pense que l'Asian Le Mans Series, ça aurait pu être un coup fatal quand même, pour le Ouais, non, coup. c'est sûr. Mais attends, mais tu vois, tu parles de cette progression aussi. Donc, heureusement, après cette période un peu plus compliquée, il y a eu un renouveau. Et ça permet aussi à certains pilotes, tu vois, j'y ai pensé parce que tu m'as reparlé de l'année dernière qui était. Moi, j'ai quand même suivi hein, l'année dernière assez attentivement cette saison avec bah, un Paul Louchatin, par exemple, qui roulait avec Oui, PJ ouais, ouais. Hayet pour le préparer. Mais surtout, Julian Lower, qui s'est en fait révélé parce que bah, finalement, grâce à l'Asian Le Mans Series, on a vu qu'en LMP2, il était capable de faire de belles choses. Ensuite, on l'a mis chez Proton dans la Porsche 963
C'était pas forcément une volonté de Porsche, mais ça a été une volonté de Christian Ried, voyant comment il avait performé en Asian. Et puis bah, ensuite, on le retrouve quelques mois plus tard avec l'équipe Porsche officielle, tu vois. Comme quoi, ce championnat Asian Le Mans Series, pour moi, hein, il est vraiment ultra intéressant et peut faire révéler ou en tout cas reconnaître des talents que l'on sait déjà très bons en GT, mais aussi peut-être en proto, quoi. Bah, tu fais une passerelle toute trouvée aussi avec Tom Dillman, parce qu'il a quand même fait une saison 2024 ultra complète, on l'a déjà évoqué, avec le titre en IMSA, le titre de vice-champion, donc à quelques points en European Le Mans Series. Et en fait, son retour comme ça aux avant-postes, bah, il date de l'Asian Le Mans Series. En fait, il a participé l'année dernière chez DKR. Et donc voilà, ouais, effectivement, t'as raison. Mais en fait, c'est ça aussi qui est intéressant avec ce positionnement décembre, janvier, février, c'est que ça permet de relancer des programmes, on va dire, un peu plus tôt. Là, on n'est pas obligé d'attendre le début du WEC ou le début de l'ELMS, février pour le WEC, mais allez, on va dire mars-avril où vraiment ça commence. Là, on peut déjà enclencher des choses. Alors, Tom Dillman, il n'a pas couru chez DKR ensuite, mais en tout cas, il était là. Et je sais qu'il a fait son test chez Inter-Europol dans la foulée. Enfin voilà, il a pu déjà prendre des engagements et d'autres pilotes prendre des engagements sur la saison à venir dès le mois de décembre ou janvier. Donc ça sert aussi à ça ce championnat. Ouais, et puis montrer des choses bien vraiment sûr. tangibles, j'allais dire, parce que on peut dire bah oui, moi je serais bon en LMP2, oui d'accord, mais prouve-le, bah voilà, on peut le prouver en piste grâce à la Le Mans Series. Ouais, c'est ça, t'as 6 courses de 4 heures, ça fait du roulage, t'as l'occasion de le prouver, en plus sur des circuits qui sont... il y a du dégagement, il y a du... Enfin voilà, c'est pas... on est sur des circuits dédiés aussi à ça, à cette montée en compétence et à cette évolution du pilotage, donc les pilotes déjà à un haut niveau, bah, alors on vient de citer Tom Dillman, mais tu viens de citer Paul Louchatin, etc. Enfin, tous ces pilotes-là, qu'il y ait des graviers ou pas, ils vont y aller. Oui, mais ça accompagne aussi plus les gentlemen, quoi. ouais, et puis c'est une occasion, tu vois, on parlait de Tristan Vautier avec Fred Pourdade, mais c'est une occasion aussi pour certains pilotes qui sont des pilotes Gold ou Platinum d'avoir une bonne gestion avec leurs pilotes bronze pour pouvoir déjà travailler l'avenir et préparer la saison ELMS ou WEC justement en suivant. Donc ça c'est assez intéressant. Et puis en GT, on retrouve des pilotes qui sont des pilotes officiels emmenés par les constructeurs. Parce que quand même, hein, on peut les citer les constructeurs, hein. Il y a 6 Mercedes, il y a 8 Porsche, il y a 8 Ferrari, il y a 2 Aston Martin, 2 McLaren, une Lamborghini. C'est costaud, hein. 27 voitures en LM GT3. C'est quasiment du GT World Challenge, j'allais dire, mais on rajoute des LMP3 et des LMP2, quoi. C'est ça qui va être bien, c'est que ça va faire du trafic en piste. Et comme tu dis, après, au niveau pilote, là je peux piquer un peu au hasard, mais le Maro Engel dont on a parlé justement, je crois qu'il est là, hein, il est présent dans la liste des engagés. Bien sûr, Jules Gounon. Jules Gounon, ok. Alors attends, à moi. Attends, qu'est-ce que je peux ça. Bah Esteban Masson, pas mal. Ouais, très bien. David Erigon. Ouais, David Erigon. Daniel Serra, c'est pas mal. Ah, je vois du Tom Gamble, tu vois, ok. J'avais pas vu. Ouais, alors que lui était plutôt, j'allais dire, associé à du proto, quoi, Tom Gamble. Bah ouais, c'est ça, c'est plutôt ça. Et puis il y a aussi l'équipage 100% féminin qui va faire ses débuts dans cette configuration avec Célia Martin, Sarah Bovy, Michel Gatting. Ouais, c'est vrai que Célia Martin en fait doit prendre aussi pas mal d'expérience et du roulage parce que cette année elle a roulé avec Karen Gaillard. D'ailleurs, bravo à Karen qui a été sélectionnée comme pilote Porsche Junior à l'issue de la sélection. Donc Karen Gaillard qui était en Michelin Le Mans Cup avec les Iron Dames et qui sera maintenant avec Porsche a priori, hein. Donc c'était un duo qui devait se connaître, apprendre aussi la Lamborghini. C'était pas simple pour Célia Martin. Je pense que ça sera plus simple avec la Porsche, honnêtement. Et elle est pilote bronze et elle remplace de fait Sarah Bovy dans ce rôle-là de pilote bronze. Ce qui fait que la Belge Sarah ne sera pas forcément en WEC, mais elle peut avoir un roulage en Asian et en European Le Mans Series. Et ouais, voilà, c'est ça. Donc cette nouvelle configuration. Franchement, ça va être intéressant parce que ouais, j'aime bien la 27, plus de 20 voitures, tu dis en GT3. C'est dingue, hein. Ouais, ça va être sympa. Et puis ça roule. Enfin, je me souviens d'images où ça roule vraiment groupé, quoi. Là-bas, ouais. Il va y avoir des belles courses dans cette catégorie. Et en plus, alors là, l'avantage, je sais pas, mais tu sais, on l'a déjà dit, puisque toi, t'as ton œil aussi commentateur, expert, journaliste et du coup très attaché à la prod télé. Là, puisqu'on est sur un plateau où il n'y a pas d'hypercar et où en prototype il y a moins de voitures quand même, on va aussi, je pense, avoir cette réalisation. Donc, comme tu l'as dit, il n'y a pas de diffusion française, c'est dommage, mais sur la diffusion anglaise, sur le flux anglais sur YouTube,
on va avoir, je pense, un peu plus cet équilibre aussi proto GT, quoi. Voir un peu plus de batailles en GT, ça va être possible. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et puis comme tu le disais, parce que je vais aussi citer les équipes, hein, comme je l'ai fait en proto, je vais le faire aussi en GT, mais tu as du Mante quand même, tu Oui, as oui, l'équipe oui. Winward Racing, tu as l'équipe Get Speed Performance, tu as l'équipe AF Corset aussi, alors eux ils sont partout, hein. Ils sont à la fois en LMP2, à la fois en LMP3 en soutien à Ultimate, ils sont avec une Ferrari, avec trois pardon, Ferrari 296 GT3, on a l'équipe Kessel également. L'équipe Proton qui engage les Iron Dames en plus d'une Porsche pour Cressoni, Picariello et Schiavoni. On Ils ont a pas ramené l'équipe la d'Earl Ford, Bamber, ouais. tu vois, on a l'équipe Carguy Racing, et puis donc, je voulais y arriver, on a des équipes qu'on connaît moins en Europe, mais qui Ah, sont voilà. locales. Bah oui, Mais, Climax Racing par exemple, que je connaissais pas du tout, quoi. mais j'allais dire, pourquoi, tu les connais pas? Non, tu connais toi? Non, non, mais normalement, tu connais tout, Ah donc... d'accord. Non, je connais l'équipe Absolute Racing par exemple, bien sûr, qui va engager, tiens d'ailleurs, la famille Bennett, le papa Grégory qu'on connaît moins, et Carl Bennett qui a roulé dans Oui, Alizota la... Fraschini. Voilà, et puis en LMP2 chez Cool en fin de saison. Mais bon, ça fait un équipage familial, qu'on va dire. Il y a l'équipe Origin Motorsport, et puis l'équipe Two Seas Motorsport aussi, qui vient du Qatar, je crois, ou de Bahreïn, donc de Bahreïn plutôt. Alors, ouais, Two Seas Motorsport, ça, pour le coup... Alors, eux, pour le coup, je les connais un peu plus. Ouais, Ils sont... Ouais, c'est une équipe bahreïnie anglaise, je crois. ouais. Enfin, en tout cas, les ateliers, pour moi, il y a une partie qui est en Angleterre. Et tu sais, je pense que tu les connais un peu ou moyen? Je connais un petit peu, mais je sais qu'ils ont roulé notamment. Alors attends, c'était où? C'était pas en British GT? Non, Si, je sais si. plus. Si, je Si, crois, hein. si. En fait, c'est ça. Moi, je les connais comme ça. J'avais échangé avec eux parce qu'en fait, ils ont roulé en British GT. Notamment, c'est une équipe qui est assez jeune, hein. Je veux pas me lancer trop loin, mais je dirais 2018 ou 20 à peine Ouais, plus, je j'aurais crois. dit ouais 20-21. J'aurais dit 20-21. Ouais, Ouais. voilà. Ouais, peut-être que c'est né en plus dans cette période compliquée 2021. Et pourquoi je les connais et pourquoi ils se sont fait repérer, et vous pourrez les chercher, c'est magnifique. Ils ont roulé en British GT avec une déco qui évoque les CLK GTR de 98. Tu sais, Ah oui, c'est vrai. ils ont refait la déco D2, Private, tout ça, quoi. Sur une AMG GT3, quoi. Donc Ah, ça y c'est est. assez sympathique. Ok, je savais pas que c'était tout Six, mais je l'ai cette image effectivement. Ouais, Ça ouais. rappelle aussi les époques DTM avec Bernd Schneider Exactement. notamment. Exactement. Ouais, ouais. Ah ouais, Bah, sympa. donc voilà, ils avaient roulé là-dessus et je crois qu'ils ont refait le coup. Ils avaient une autre déco cette année. Mais alors là, tu vois, je l'ai pas comme ça. J'aurais dû préparer mon petit dossier Ah bah avant. voilà, bravo. Mais c'est pareil, ils ont ressorti une déco un peu iconique et bah, je vais les regarder en parallèle. Mais voilà, ils sont coutumiers de ça. Et le nom vient de cette logique d'être basé entre deux océans. Eh oui. Two Seas Motorsport, c'est parce que c'est à la fois Bahreïn et, je crois encore, ne pas me tromper, l'Angleterre. Ah ouais, tout à fait. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des équipes qui viennent d'Océanie. On a la Prime Speed Sport, tout comme l'équipe d'Earl Bamber, hein, évidemment. Mais c'est intéressant d'avoir cette possibilité-là aussi, avec des équipes néo-zélandaises, des équipes chinoises, des équipes bahreïnies, outre celles qu'on connaît évidemment et que j'ai citées, des équipes plutôt basées en Europe, hein. On a aussi, je disais pour RLRM Sport par exemple, mais on a aussi l'équipe Blackthorn, hein, qui roulait en Michelin Le Mans Cup et qui donc, par cette filiation et cet engagement assez haut, se Mhm. retrouve donc en Asian Le Mans Series par la suite. Donc c'est vrai que ça c'est quand même quelque chose aussi qu'il faut suivre. Ces équipes qui s'engagent en Michelin Le Mans Cup, eh ben c'est pas étonnant et inintéressant de les retrouver justement dans d'autres séries assez haut pour continuer de prendre de l'expérience et puis pour un jour peut-être essayer de viser un engagement en WEC et pourquoi pas gagner les 24 heures du Mans. C'est ce qu'a fait Inter-Europol Compétition, hein, quand même, je rappelle, hein. Ils sont arrivés tranquillement, ils sont arrivés avec le LMP3 et puis ensuite LMP2 et victoire aux 24 heures du Mans. Donc ça peut être un vrai bon tremplin, hein. Bon, écoute, l'équipe Two Seas, j'ai été vérifié. En Ah, fait, c'est alors. parce qu'ils sont passés chez Porsche et du coup, ils ont roulé en British GT avec une livrée Le Mans 98 avec la Porsche qui gagne. Donc, tu vois, Énorme. ils aiment bien faire ça. Et ouais, ce que tu dis, effectivement, t'as raison. Et en plus, l'autre truc, c'est que on a maintenant une vraie logique de connexion entre les séries où là, si tu gagnes en GT3, tu peux te pointer avec ta GT3 aux 24 heures du Mans. Ce qui n'était pas le cas il y a encore une ou deux saisons. Oui. Je me souviens par exemple de Valkenhorst qui avait gagné en Asian Le Mans Series avec leur BMW M4 GT3, sauf que au Mans on était sur des GTE. Donc en fait il y avait une complication, c'est-à-dire que la M4 n'était pas homologuée en GTE. Donc il y a eu même un moment, ils ont apparemment
évoqué la piste de pourquoi pas faire revenir une M8, puisque la M8 était encore homologuée. Ouais. Donc ils ont utilisé cette piste et finalement ils ont pas fait ça. Et je sais plus sur quoi ils ont roulé. Ils ont dû rouler sur une Porsche ou je sais plus. Enfin bref, ils ont trouvé comment honorer l'engagement. Mais maintenant, il n'y a pas, y a pas ce problème. Si tu gagnes en GT3, tu peux y aller en GT3, etc. Voilà. Bah, il n'y a pas ce problème, oui et non, parce qu'au final, faut quand même faire partie si, de la avec le liste des P3, engagés WEC. Bah ouais, tu vois, c'est un peu le souci finalement, de se dire que c'est Oui, mais c'est le simple et step à pas simple. franchir. C'est Oui, le mais après, step faut à passer par franchir. le LMS, par exemple. Oui, voilà, mais c'est le step, c'est-à-dire que si tu. C'est un peu le champion le champion en foot en Ligue 2 qui est promu en Ligue 1. C'est si tu gagnes. À un moment, quand tu touches un peu le plafond et quand tu touches le sommet dans une catégorie, bah, ou tu t'y enfermes et tu y restes et voilà, et t'as pas l'ambition d'aller plus haut, ou bah voilà, tu franchis la marche, quoi. Après, effectivement, je suis d'accord avec toi. Gagner le LMP3 en Asian Le Mans Series, je suis pas sûr que ce soit suffisant pour se dire, ok, maintenant les gars, on est chaud, on est armé, et on bascule sur un programme full LMP2. Je pense qu'il faut quand même confirmer un peu ailleurs, type IMSA et surtout ELMS, qui est pour moi le championnat référence de ça, quoi, du P3. Michelin Le Mans Cup et ELMS. Ouais, c'est clair. Et puis, mine de rien, on l'a pas dit, mais la liste des engagés ELMS, bah, elle est dévoilée dans quelques semaines, quelques mois. Ça Ouais. peut être aussi une idée pour persuader les officiels de se dire, bah voilà, moi, mon équipe, elle a les reins solides. Voilà ce qu'elle a montré en Asian Le Mans Series. On s'est bien comporté. Si en plus il y a eu un engagement en Michelin Le Mans Cup, bah, ça peut toujours un peu appuyer aussi. Donc c'est vrai que bah, ça va être un sacré casse-tête quand même hein, pour sélectionner les équipes parce que mine de rien, ben il y a quand même pas énormément de places. Enfin, il y en a énormément, mais il y a 43 places, quoi. Donc c'est pas. C'est le Mais, plus gros championnat, si tu veux. Voilà, il y en a 44 en Asian Le Mans Series, mais tu peux pas aller bien plus loin que 43 ou 44 voitures engagées. non, mais surtout, là aussi où t'as raison, et il faut le rappeler quand même, c'est que j'ai l'impression de le dire plusieurs fois. C'est normal, on est rendu à 42 épisodes, donc bon, il y a des redites. Mais n'oubliez pas que les 24 heures du Mans, c'est une course qui se fait sur invitation, c'est-à-dire qu'il y a un comité de sélection qui choisit qui vient. Les équipes qui participent au WEC sont de fait déjà engagées pour les 24 heures du Mans, mais le reste, c'est ce qu'on est en train de voir là, c'est-à-dire les vainqueurs de championnat qui ont droit à des invitations, à droite à gauche, IMSA, ELMS et Asian Le Mans Series. Mais les places qui restent, comment on fait? Eh bien exactement en faisant ce que tu viens d'expliquer, c'est-à-dire qu'on participe à ce championnat, qui est certes un peu lointain, qui certes demande un investissement financier, humain, etc. Sauf qu'après, on a des arguments. On peut dire aux organisateurs des 24 heures du Mans, regardez, nous, modeste équipe, on a été là-bas et regardez comment on s'est battu avec les autres. Voilà, on fait les choses bien, on participe à l'Asian Le Mans Series, on a envie de s'inscrire dans le temps. Donnez-nous un précieux sésame pour les 24 heures du Mans. Tu vois, c'est vraiment c'est de la politique au sens positif. Hein. Je suis pas en train de. Bien sûr, Voilà, au sens noble du terme. Ouais, voilà, c'est ça. C'est tu veux participer. Faut se dire que les organisateurs des 24 heures du Mans sont quand même en position de force actuellement. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les constructeurs qui sont là en hypercar. On a aussi toutes ces GT3 qui sont nombreuses et avec des constructeurs prestigieux. Donc, si tu veux participer aux 24 heures du Mans, c'est quand même à toi de faire des efforts. Je parle en LMP2 par exemple, ou même en GT d'ailleurs, puisque en hypercar c'est un sujet un peu différent. Mais en tout cas, c'est quand même à toi en tant qu'équipe, en tant que pilote, en tant que voilà, personne qui a un intérêt dans ce milieu-là, de montrer patte blanche et d'essayer de faire les choses bien pour retenir leur attention et pour participer. Ça n'a pas toujours été le cas. Au milieu des années 2000 ou même avant, enfin bref, il y a plein d'années où les 24 heures du Mans faisaient pas le plein, j'imagine, du nombre de demandes d'engagement et où on engageait un peu tout ce qui se pointait. Je caricature, mais quand même, on n'est pas si loin que ça. Aujourd'hui, c'est plus compliqué en tant qu'équipe. Faut vraiment faire les choses bien, bien construire. RD Limited, tu vois, parce que je l'ai sous les yeux. Romain Dumas, je pense qu'il est vraiment dans cette idée. Il sait très bien qu'il va pas disputer les 24 heures du Mans l'année prochaine avec son équipe, mais que voilà, en faisant pierre par pierre, en participant au championnat, en étant discret, et puis en faisant le taf, ça va arriver. Il n'y a pas de passe droit parce que c'est Romain Dumas, quoi. Non, non, c'est vrai. C'est vrai que bah, ça fait partie aussi de cette philosophie justement qu'il faut avoir en tête. Alors moi, j'ai un petit regret, j'allais dire, parce que quand tu regardes les résultats de l'année dernière, bah, tu vois des équipes que l'on connaît, hein, justement, on l'a dit. Il n'y a pas Cool Racing, il n'y a pas CD Sport, tu vois, en LMP3, alors que CD Sport était quand même souvent aux avant-postes. Donc bah, ça, c'est une petite déception, j'allais dire. On va suivre Graf Racing, hein, qui roule sous pavillon suisse, mais on sait bien que c'est une équipe française qui pourra Mhm. peut-être faire quelque chose en LMP3. Est-ce que tu te risquerais à, pas un pronostic, mais bon, peut-être pour Si, la si, saison oui. qui vient, essayer de se mouiller un petit peu? Parce que c'est vrai que comme ce sont des engagements pro-am,
Ça va beaucoup dépendre du pilote qui est le moins expérimenté, j'allais dire, pour avoir cette distinction. Je parle en LMP2 notamment, mais c'est pareil aussi dans les autres catégories. Est-ce qu'on se risquerait à un Ouais. petit pronostic? Alors bon, attention, on va se calmer, hein, on sait qu'en Asian Le Mans Series, ça peut très bien vite évoluer, mais ça me paraissait assez intéressant de se prêter à ce petit Allez, jeu. allez, moi je te donne un trio en LMP2. Je vois bien la 91 de Pure Racing, Ah ouais. ferraillée avec peut-être la 25 de chez Algarve. Ah, pas mal. Et puis peut-être allez, la 30, la RD Limited. Je vois ces trois-là peut-être ferraillés, quoi. Faudra voir à quel point Fred Pourdade Ouais, ouais, peut ouais. s'adapter. Je sais qu'il était pas mal, mais est-ce que par rapport à un François Perraudot, ça va être aussi rapide? Moi, je mettrais bien la 83, hein, qui a été victorieuse en Pro-Am en ELMS cette année. Encore, j'allais dire, 2 années consécutives. Je verrais bien la 22 de chez Proton, quand même, avec Tom Dillman, Vlad Lomko et Giorgio Roda. Va falloir voir si Giorgio Roda peut élever son niveau. Ouais, j'avoue, ouais. Ouais. J'aurais bien mis la 11 de Mathias Bech, Paul Lancher et Jonas Reed, mais je sais pas ce que Jonas Reed peut nous réserver. Il y a des fois où c'est un peu compliqué. Donc je mettrais plutôt mes billes sur la 22 chez Proton. Puis j'aurais envie de voir la DKR. Parce que déjà Bah oui, j'aime bien cette équipe, j'aime bien Candy, j'aime bien voilà, Lorenzer. tous les ouais non mais franchement tous les gens qui sont dans cette équipe sont sympas. Et puis Job Van Uitert qui a roulé chez IDEC, chez Panis, etc. Qui là vient avec Georgios Kolovos, qu'on a connu aussi le grec parce que il a roulé chez Team Virage en ELMS. Donc voilà, pourquoi pas. Mais c'est vrai que la 91, elle va forcément être là, hein. Mais je la mets pas parce que sinon c'est trop facile. Donc je mettrais moi 22, 83 et 3. Voilà. Bon alors après, en tant qu'expert du LMP3, Ah oui, alors je sais pas si je me risque sur un trio parce que du coup là c'est un peu compliqué quand oui, même pour non. moi. Mais allez, je vais dire Graph Racing, je suis comme toi, j'aimerais bien. Ouais. Et je vois bien Inter-Europol qui a quand même l'avantage d'avoir deux voitures et qui ont quand même c'est aussi cette. Enfin voilà, ils savent faire. Donc au pilote de transformer. Mais ouais, Inter-Europol, je les vois bien. Ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant. Moi, j'ai envie de parier sur un outsider, mais parce que je suis tellement Ouais, sur convaincu avec que la Theodor Racing. Jensen. Non, non, non. Theodor Jensen. Pour moi, le Breton Racing, ça me paraît. Alors, il faut encore, à l'heure où on enregistre, on n'a pas encore la confirmation du troisième Hmm, pilote, mais il hmm. est tellement. Ouais, dans son élément, Theodor Jensen, je pense qu'on va vraiment en entendre parler un peu comme un Malte Jacobsen, tu vois, c'est vraiment Ok. encore un pilote danois, mais je le vois bien, donc pourquoi pas Breton Racing. Et puis c'est vrai que bon, la valeur sûre c'est quand même Inter-Europol. Faudra quand même voir ce que les pilotes vont faire. Faut quand même dire aussi que Mark Patterson est de retour en Oh la compétition vache. chez A-Class. Non mais c'est dingue, hein. Mark Hmm. Patterson, on s'en souvient avec l'équipe Murphy Prototypes, etc. Donc il est de retour l'américain. Non mais voilà, Breton pour moi c'est les outsiders et pourquoi pas essayer de faire un truc. Et puis une des deux Inter-Europol aussi. Voilà, je suis d'accord avec toi. Bon, le GT, ouah, le GT c'est compliqué. Là c'est compliqué, j'avoue. Je, Bah je déjà, vais peut-être peut-être. sans parler d'équipe, peut-être Oui, un constructeur éventuellement, ouais. parce que je sais qu'ils sont nombreux à être engagés, ils sont 6. J'ai, je- on a déjà eu assez de victoires Porsche, ou en tout cas on a vu assez les Porsche en avance cette année, non? On peut peut-être changer. Ouais, je crois. Bah tu vois, ouais, non, j'allais dire le 2-6 Motorsport, en fait, on en a parlé tout à l'heure, j'aime bien cette équipe-là, je sais pas, j'imagine qu'il va y avoir une déco un peu sympa, alors pas évocatrice comme ça de l'époque des années 90, peut-être pas, enfin quoique, encore, Ça serait j'en bien. sais rien, mais ça va arriver si c'est pas déjà annoncé d'ailleurs, ça va arriver dans les jours qui viennent, puisque la course est ce week-end. Mais écoute, j'aimerais bien les voir eux. Et après, je sais pas. J'aimerais bien voir des équipes plus locales, tu vois. Cargail, je sais que c'est un peu compliqué, Cargail, hein, c'est pas souvent, c'est pas Eh toujours ben, devant. eh ben, eh ben, eh ben, j'allais le dire. Moi, je suis pas sûr que ce soit compliqué. Attends, t'as Esteban Masson, t'as Daniel Serra, donc t'as le duo qu'on Ouais, avait voilà, en quand même. ELMS, Ouais, c'est vrai. et t'as Yudai Yoshida qui, pour Voilà. le début en tout cas de l'année, remplace Takeshi Kimura. Ah, moi, je mettrais bien une petite pièce sur cette voiture de chez Kargai quand même, tu vois. Ok. Pourquoi pas? Bah, tu vois, ça me ferait plaisir. Et après, si tu. Ouais, non, j'allais prendre un pari de dingue. Ah J'allais bon? dire, si on étend un petit peu la zone Asie-Pacifique, tu vois, la 42 Prime Speed, vu que c'est néo-zélandais, mais bon, là, Ouais, mais c'est une il y a Lamborghini. plusieurs inconnus. C'est une Ouais. Lamborghini, et puis avec du pilote néo-zélandais, australien. Ouais, là, non.
Ouais, ça aurait été un pari risqué. Moi, j'ai bien envie de vous dire les Iron Dames quand même, parce que t'as Sarah Bowie, t'as Michel Gatting. Faudra voir à quel point Célia Martin peut s'adapter, parce que on se souvient que l'apport de Sarah était quand même très important en tant que pilote bronze. C'est vrai que, bah, que ce soit en WEC ou en ELMS d'ailleurs, elle qualifiait la voiture, donc c'était important de partir aux avant-postes. Là, va falloir voir justement comment la voiture va se qualifier et ensuite ce que ça peut donner sur les premiers relais. Mais pourquoi pas une Porsche Iron Dames à un moment Donc, donné avec voilà. donc ça nous fait, si on prend ma Mercedes de chez Two Seas, plus la Porsche de Iron Dames, plus la Ferrari de Carguy, ça fait 3 voitures différentes, quoi. Ouais, c'est ça, hein. Bon, après, moi, je mets jamais trop loin les Mercedes, et avec notamment des Maro Engel ou Jules Gounon, mais l'inconnu, évidemment, et on le Ouais. sait, c'est souvent les équipiers. Bah voilà, forcément. T'as du Victor Cheitar qui revient, du Sergei Stoliarov, du Rinat Salikov, voilà, on les connaît déjà depuis longtemps, c'était avec l'aventure SMP, je pense. Et, euh, et donc, bah, on va voir ce que ça va donner, mais il y a tellement de choses à suivre que bah là, on a donné 3 noms, mais 27 voitures en GT, il peut se passer tellement de choses. C'est ça qui est beau en fait. Et puis il y a la motivation, oubliez pas aussi ça, c'est que il y a la motivation de décrocher une place pour les 24 heures du Mans, parce que là, dans la plupart des équipes qu'on a citées, bon, mis à part les noms qui sont déjà bien connus et bien implantés en WEC ou en ELMS, je pense à Proton, je pense à F Corset ou Mante, il y a aussi pas mal d'équipes qui sont là pour aller essayer d'avoir cette place aux 24 heures du Mans. Donc Carguy, tu vois, je pense qu'il y a je dis ça dans le sens où il y a peut-être un supplément de motivation, quoi, et de la part de l'équipe et des pilotes, tu vois, d'aller C'est vrai. vraiment parce que si c'est un comment dire une domination ou une victoire d'une équipe qui a déjà une invitation pour les 24 heures du Mans. Bon, si c'est F Corset, ils peuvent quasiment faire tout le plateau avec toute leur voiture, mais il peut aussi y avoir un peu un jeu comme ça d'équilibrage. Si c'est une équipe qui a déjà un sésame pour le Mans et qui n'en a pas besoin, il peut y avoir des arrangements après avec une autre équipe. Alors, on n'a pas le Bien droit de sûr. revendre un engagement, mais on peut engager sous une bannière. Enfin bref, il y a toujours des solutions. Donc il y a quand même cet intérêt d'être aux avant-postes, quoi, de se battre. Voilà, il y a une place au Mans à aller chercher, quoi. Bah, et du coup, deux, enfin une en GT et puis une en Oui, LMP2, oui. donc c'est vrai que Ouais. ça fait aussi écho à ce qu'on a dit et ça explique pourquoi certains gros calibres sont venus là pour prêter main forte à certaines équipes, hein, parce que bah oui, un titre en Asian Le Mans Series maintenant, faut bien le dire, ça compte. C'est vrai qu'en 2014 c'était peut-être moins le cas. Là en 2025, enfin 24-25, ça va forcément compter. Donc bah moi C'est j'ai déjà hâte, hein, de voir cette saison d'Asian Le Mans Series et puis de débriefer la course qui va avoir lieu ce week-end, hein. Justement, on va regarder ça attentivement, Geoffroy. Ah ben, ça sera débrief semaine prochaine, effectivement. Débrief Asian Le Mans. C'est marrant d'être en fin de saison, comme ça, plus de 40 épisodes de podcast et de présenter un championnat. Oui, c'est vrai. Nous, on n'a pas encore basculé sur notre saison 2. Qu'on est en train de repartir sur un nouveau championnat. Bon, ça va, il est court, mais les dernières épreuves de cette Asian Le Mans Series 24-25, ça sera dans la saison 2 d'Endurance Club, par contre, ça c'est sûr. Ah bah ça, On fait évidemment. une deuxième saison ou pas? C'est confirmé Allez, ou... allez, Ouais. on la relance cette deuxième saison. Ok, ça va alors, c'est bon. On aura juste une petite pause pendant les fêtes, je pense, et puis ensuite on reviendra avec grand plaisir pour peut-être évoquer alors des championnats qu'on n'a pas forcément évoqués jusque-là, mais c'est vrai qu'on peut profiter de l'intersaison pour le faire, mais pourquoi pas les 24 heures de Dubaï, pourquoi pas Ah ouais. des choses comme ça, quoi. Ah bah Et les 24 heures de Dubaï, je suis tellement client. bah ouais, non mais tu vois, des choses comme ça. Et puis bah après, moi je n'abandonne pas nos épisodes historiques, hein, qui plaisent bien et bah, ça nous plaît à nous aussi, donc tant mieux. Bah carrément, on va avoir des billes aussi là-dessus. Sur l'histo, comme je le disais, moi je vais de plus en plus m'intéresser à ce milieu, à ce domaine-là. Ouais. Donc ouais, carrément. Les épisodes histo, notamment les groupes C, parce que c'est un peu la période dorée Bah et oui. qui se prête bien à des épisodes histo. En 2025, il va y en avoir plusieurs, ça c'est sûr. Ah, très bien, très bien. Bon, bah, on bascule dans C'est quoi ton actu du coup, parce que en cette fin de saison, on sait que bah, tu travailles toujours sur les projets historiques, sur pas mal de projets aussi. T'es occupé dans beaucoup de domaines. Là, ça commence à se calmer en sport méca. Heureusement que tu as l'Endurance Club en fait pour t'occuper. Ah, tu crois que je ne fais rien de mes journées, mis à part l'Endurance Club? Non, ouais, bah écoute, oui, c'est vrai que c'est assez calme, je vais pas te mentir. Non, bah c'est quoi mon actu? Qu'est-ce que je peux dire? Ouais, pas grand-chose. Non, je sais pas trop ce que je peux te raconter. Écoute, je l'avais déjà dit, je crois, mais je vais me répéter du coup, pour ceux qui n'auraient pas vu, mais j'ai échangé avec Tom Dillman, Ouais. puisqu'on a parlé dans cet épisode, et normalement ça va passer dans Auto Hebdo.
incessamment sous peu. Si c'est pas cette semaine, ça sera peut-être la semaine prochaine. Mais voilà, j'ai échangé avec lui pour avoir un retour sur sa saison 2024 qui a été quand même assez énorme, où il m'a confié voilà, les moments clés qu'il a eus, les moments forts, comment ça s'est fait aussi, comment il est revenu en LMP2 chez Interopol, la décision de quitter le projet Evernote en hypercar. Donc, Ouais, c'était pas facile. Hein. ouais, non, et puis c'est vraiment, bah, enfin, vous le lirez, c'est vraiment une décision perso, sans vraiment de sécurité. Enfin, voilà, j'aime bien avoir le dessous des cartes un petit peu comme ça et le dessous des décisions. Donc bon, ça c'était mon actu parce que c'est déjà écrit, mais c'était mon actu. Ouais. Et puis non, bah écoute, moi comme je l'avais dit, je passe en mode hivernage gentiment à continuer de bosser. J'ai peut-être de bonnes nouvelles qui vont arriver rapidement, notamment dans le monde de l'historique. Donc voilà, je suis au milieu de mes bouquins et à me documenter sur les gloires passées de l'endurance. Voilà. Trop bien. Eh ben écoute, on croise les doigts en tout cas. Mais c'est vrai que quand tu parles de dessous des cartes, etc., moi, c'est vrai que c'est un peu l'objectif aussi de Trajectoire, tu vois, le podcast, où Bien bah, sûr. voilà, ça y est, ça va recommencer. Bah, cette semaine, normalement, un nouvel épisode va arriver et c'est assez original, j'allais dire, parce que moi, je suis plutôt pour faire découvrir un monde global, on va dire, des sports mécaniques et des sports d'hiver. Et là, je suis allé voir F1 à la loupe. Et c'est un créateur de contenu, un YouTuber, je sais pas comment vous voulez l'appeler, Ok, ouais. qui fait des vidéos sur la Formule 1. Et bah, il m'a toujours bien plu en fait. Et le contenu qu'il fait surtout m'a toujours bien intéressé. Et là, on a parlé en long, en large, en travers de sa passion, de sa façon de rédiger les vidéos, etc. Alors je sais qu'on est dans l'endurance là et qu'on n'est pas dans la Formule 1, mais voilà, ça peut faire des liens aussi. Et je trouve que sa façon d'aborder les choses est très intéressante. Donc voilà, en savoir plus sur cet acteur aussi, ça fait partie des acteurs du monde de la course aussi finalement. Et ça sera cette semaine, donc dans Trajectoire, qui était en mode pause, entre guillemets, parce que j'étais un peu occupé sur d'autres dossiers. Et puis, mais bon, je n'arrête pas Trajectoire, bien au contraire, puisque j'en ai parlé dans mon covoiturage sur Auto Hebdo, j'en ai parlé dans une émission à laquelle j'ai participé avec Christophe Paco, Le Petit Pack, récemment, sur Radio Sport. Enfin bon, bref, voilà, il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Donc voilà, Trajectoire. Et puis la fin de saison, ben, tranquille, ça va être surtout pas mal de remises de prix, etc. Donc que je vais soit animer, auquel je vais assister. Enfin, je reste pas inactif non plus. Voilà, mais on aura l'Endurance Club qui nous occupera jusqu'aux vacances. Donc il y a encore 2 ou 3 numéros là. On Ouais, prépare c'est deux, ça. je On pense, ouais. va, on Ah, va vous emmener gentiment jusqu'à Noël. Voilà, c'est ça exactement. très bien, comme ça pour préparer les fêtes et ensuite repartir du bon pied. Bah voilà, c'était encore un beau numéro, encore un numéro, j'espère, qui a été intéressant pour l'ensemble de nos auditeurs, de nos poditeurs, je sais pas comment on peut dire, mais en tout cas, n'hésitez pas à continuer à nous faire vos retours, c'est toujours super sympa. Des étoiles, si vous pouvez les mettre. Eh bien, dans les différentes plateformes de podcasts comme Spotify, comme Deezer, comme Apple Podcasts, etc., pour aider au référencement en fait. Hein. Et puis, bah, si vous pouvez en parler autour de vous, c'est toujours intéressant. C'est vrai que c'est compliqué de quémander comme ça, mais voilà, si vous aimez le contenu, ben, en tout cas, n'hésitez pas à le partager. Puis nous, on va essayer d'être de plus en plus actifs aussi. C'est pas toujours facile avec nos emplois du temps, Geoffroy, mais essayez de partager quelques petits extraits, etc. Voilà, c'est aussi des choses qu'on essaie de faire. Et puis, on n'a pas oublié notre envie de pouvoir aussi proposer une version filmée. Pourquoi pas? Ça peut générer d'autres choses aussi. C'est ce que j'allais te dire. Nous, on est comme ça. On était là, on était dans une catégorie. On a fait une première saison, on a montré des choses, on est sur des appuis assez solides. Et donc, prochaine saison, on va aussi, nous, changer de catégorie et changer de braquet. On va garder le même moteur, le même châssis, mais on va monter un petit peu, quoi. C'est pas mal, Parfait. hein, Bon, bah écoute, non, ouais, non, c'était un plaisir encore. On n'a pas été trop long, oh, on a quand même fait quasiment 1 heure, hein, comme d'habitude. Mais en tout cas, c'était un plaisir de présenter cette saison d'Asian Le Mans Series. Et puis, ça sera un plaisir la semaine prochaine de revenir sur cette première course qui aura eu lieu, enfin, ces 2 premières courses du coup, qui Hum. auront eu lieu les 4 heures de Sepang le 7 décembre et les 4 heures de Sepang le 8 décembre. Donc, il y aura eu 8 heures de course à résumer en 1 heure. Je crois que déjà que ça va être un gros défi. Pas faire On va y 3 heures arriver. de podcast. Mais on va y arriver, on est confiant. Merci Geoffroy, merci à vous toutes et tous. Et puis bah, vous connaissez le rendez-vous évidemment. Rendez-vous la semaine prochaine sur les mêmes plateformes que vous avez l'habitude d'utiliser pour l'Endurance Club, un nouvel épisode qui donc sera consacré encore à l'Asian Le Mans Series. Salut!